Lundi 15 juillet 2013, bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. La loi d'habilitation autorise le président de la République à prendre des décisions du domaine de la loi. Elle est légale et courante. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la question lors de la 9e édition des grands rendez-vous de Fraternité Matin. Le reportage est signé Victorine Yaoyoboy. Alassane Ouattara n'est pas le premier président de la République de Côte d'Ivoire qui est autorisé à légiférer par ordonnance. Tous ceux qui l'ont précédé l'ont fait. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, prenant à témoin son homologue sénégalais Moustapha Niasse, et Venance Konan, directeur général de Fraternité Matin, a présenté les documents qui l'attestent. Monsieur Venance Konan, vous pouvez venir ici pour attester. Nous avons Constitution de la République de Côte d'Ivoire, 3 novembre 1960. Je n'étais pas né, donc je n'ai pas pu tripatouiller. Article 45. Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale par une loi l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. J'atteste. Constitution 1960. Mais ce n'est pas fini. 11 janvier 1995, article 11. Le président de la République est autorisé à prendre par ordonnance pendant la gestion 95 des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Henri Konan Bédier. Constitution actuelle. Le président de la République est autorisé à prendre par ordonnance au cours de l'année 2001 des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ce n'est même pas spécifié que c'est la gestion. C'est signé Laurent Gbagbo. Alors pourquoi la polémique pendant des mois en Côte d'Ivoire? Dans la loi de finances, quand le ministre de l'économie et des finances vient devant l'Assemblée, déjà dans la loi, il y a un article qui dit pour la gestion du budget de l'année, le président peut prendre une ordonnance. L'Assemblée nationale, le mandat a échu en 2005. Le ministre de l'économie et des finances ne soumettait plus la loi de finances au vote de l'Assemblée. On adoptait la loi de finances par ordonnance. Donc il aurait été redondant, déjà que la loi de finances est adoptée par ordonnance, d'inscrire dans l'ordonnance que le président peut prendre une ordonnance. C'est pourquoi cet article des dispositions spéciales a sauté. Et comme ça a sauté depuis 2003, quand on est revenu à la normalité et qu'on a décidé que désormais la loi de finances est votée par l'Assemblée nationale, ça a échappé à ceux qui ont élaboré la loi de finances de réintroduire dans les dispositions spéciales l'article 11. Donc, quand le président de la République et nous-mêmes avons constaté cette anomalie, pour la redresser, le président a sollicité l'Assemblée pour le vote de la loi d'habilitation. C'est tout. Voilà qui met un terme à cette polémique. Près de 700 milliards de nos francs ont été mobilisés par la Direction générale des impôts. C'est le bilan de ce premier semestre 2013. La performance est bien plus que les prévisions. L'information vient du directeur général des impôts, Pascal Abinan. Comment permettre aux collectivités de l'espace UEMOA d'être autonomes et de mener à bien leur mission? Pour répondre à la question, des réflexions sont en cours en ce moment au Burkina Faso. Mamadou Kouassi, envoyé spécial à Ouagadougou. Infrastructures scolaires, routières et sanitaires quasi inexistantes. Non-accès à l'eau potable et à l'énergie. Autant de plaies qui minent les collectivités locales en Afrique subsaharienne en général et celles de l'espace UEMOA en particulier. Les élus locaux, au cours de la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, lancent un cri de cœur au pouvoir public ainsi qu'aux partenaires au développement. Ils souhaitent que leurs projets soient soutenus afin d'améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Les experts en décentralisation proposent donc une politique de décentralisation financière afin de permettre aux maires, aux présidents des conseils généraux et régionaux de l'espace UEMOA de faire face aux besoins des populations. Les organes des collectivités doivent se battre
Parce que de toute façon, en matière de décentralisation, c'est le transfert de pouvoir qui logiquement devrait être fait concomitamment avec un transfert de ressources. La difficulté aujourd'hui, c'est de travailler à convaincre l'État central et son représentant, qui est particulièrement le gouvernement, à accepter de transférer les ressources pour que les collectivités soient opérationnelles. L'État doit se donner pour objectif de transférer au moins entre 15 et 20% de ses ressources vers les collectivités territoriales. C'est qu'au niveau des collectivités territoriales, il doit aussi exister une fiscalité locale qui permet aux collectivités territoriales de mobiliser les ressources des activités génératrices de revenus qui sont organisées au niveau des collectivités territoriales. Quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est l'accompagnement de la décentralisation par les institutions financières bancaires, par les institutions financières décentralisées, c'est-à-dire la microfinance, et par des initiatives de fonds privés d'investissement. Des propositions qui pourront permettre aux collectivités territoriales de l'espace UEMOA de connaître une émergence et qui vont convaincre les collectivités de l'Afrique de l'Est et du Centre. Manque d'eau potable, interruption récurrente de la fourniture en électricité, voilà entre autres les problèmes que les populations ont posés aux fournisseurs. C'était lors du Salon national de l'eau et de l'électricité. Le reportage de Serge Gangoma et Chantal Akando. Chez moi à la maison, souvent il y a des coupures d'eau, ils ne préviennent pas, la SODECI ne prévient pas, quelquefois on nous envoie les factures alors qu'on n'a pas consommé. Moi, j'ai une facture qui est arrivée, je disais, mais comment j'ai fait pour consommer ce... À propos baisser, on a problème. On va loin pour chercher l'eau. Sur la tête, dans le seau, ça empêche même d'aller travailler. Et justement, c'est pour exposer toutes ces difficultés dans la consommation de l'eau et de l'électricité, afin d'y trouver des solutions que se tient ce salon. Une initiative de l'ONG Marcel Zadik et SI Group. Il y a beaucoup de on-dit, on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas quelle est la responsabilité de l'État, quelle est la responsabilité des entreprises, quelle est la responsabilité des régulateurs. Donc ces questions-là trouveront réponse au cours des échanges au niveau des travaux scientifiques du salon. En attendant que des résolutions sortent de cette rencontre entre les fournisseurs d'eau, d'électricité et les consommateurs, une unité de production d'eau est en cours de réalisation à Yopougon. Si vous avez donc la seconde station de Niangon qui est en train d'être construite en zone industrielle à Yopougon, pour soulager un tant soit peu les populations d'Abidjan pour les problèmes d'eau. Et vous avez un réservoir juste à côté là où on est en train de poser les poutres là, c'est un réservoir de 10 000 m3. Représentant le président du Conseil économique et social, parrain du salon, Claude Quadio a salué la volonté des participants à contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité. Un mot de culture, 210 constats d'exploitation illicite des œuvres protégées ont été enregistrés par le Burida pour ces élections législatives, municipales et régionales. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur va traduire devant les tribunaux tous ces candidats qui ne se sont pas acquittés des droits d'auteur. Le point dans ce reportage de Marila Ongoran. Selon le Burida, ils sont nombreux, les candidats aux élections législatives, municipales et régionales qui n'ont pas pu honorer leur engagement en s'acquittant des droits des œuvres de l'esprit. Et pourtant, lors des campagnes, ils ont utilisé les œuvres des artistes. Au regard de la loi, sans autorisation, c'est une contravention. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur n'attend donc pas rester les bras croisés. Pour permettre aux artistes de percevoir leur dû, la direction générale a décidé de faire recours à la justice. Ce sont 210 constats d'exploitation illicite des œuvres protégées de notre répertoire qui ont été dressés. Nous croyons que l'heure de l'action judiciaire est proche. Et nous nous préparons très sérieusement à poursuivre pour contrefaçon tous les candidats contre lesquels nous avons réuni les preuves d'exploitation illicite des œuvres du répertoire du Burida. L'avocat constitué par le Burida à cet effet pour défendre ses intérêts dans le cas d'espèce tient déjà prêt 215 dossiers pouvant à tout instant être déposés auprès du procureur de la République. La presse, c'est le partenaire avec qui le Burida veut faire route pour sensibiliser le public sur les méfaits liés à l'utilisation frauduleuse des œuvres de l'esprit.
Hors de nos frontières en France, les troupes africaines et les unités françaises engagées au Mali à l'honneur ce 14 juillet. Une dizaine de contingents venus d'Afrique ont défilé sur les Champs-Élysées à Paris aux côtés des Français. Les images. Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées. 64 soldats maliens ont ouvert le traditionnel défilé du 14 juillet, suivi d'un détachement des différentes forces africaines qui composent aujourd'hui la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Un détachement de l'armée tchadienne qui a joué un rôle essentiel et payé un lourd tribut sur le sol malien a été particulièrement salué. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains comptaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet. À la tribune était également présent le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'intervention française au Mali est un des rares sujets de satisfaction pour le président François Hollande dans un climat économique de crise. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme, et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. Un défilé pour célébrer l'amitié franco-malienne, même si certaines voix ont critiqué la présence du colonel Jean Dao à la tête du bataillon malien. Le nom de cet officier est cité par plusieurs ONG concernant des exactions commises sur les populations nomades de la région de Gourma. L'association des droits de l'homme Survie s'est également dite choquée de la présence des troupes tchadiennes à Paris, alors que le président Idriss Déby tire profit de son engagement au Mali pour renforcer la répression contre ses opposants. La France entendait par ce défilé célébrer le savoir-faire de ses forces armées et affirmer son rôle toujours actif sur la scène internationale. Tourisme pour terminer, Espace Tourisme, ce concept remet le tourisme au goût du jour. Les places y sont déjà à vendre, découvertes en images. Le tourisme spatial n'échappe pas aux lois de la concurrence. Une société néerlandaise s'est installée à Hong Kong, espérant conquérir le marché asiatique. Voici la petite merveille, un vaisseau spatial de poche digne de James Bond, capable de vous conduire à 103 km au-dessus de la Terre. Un vol suborbital d'1 heure qui vous coûtera 100 000 $, presque du low cost comparé au prix du billet chez Virgin, l'un de ses principaux concurrents, 250 000 $. C'est l'aventure de votre vie. Vous montez dans un petit vaisseau spatial qui s'appelle le Lynx, il y a un pilote et un passager. C'est comme si vous étiez le copilote. Vous décollez d'une piste, comme dans un avion normal, mais tout de suite, vous êtes à la verticale, dans le ciel. Au bout d'1 minute, vous passez le mur du son et en 3 minutes et demie, vous vous retrouvez dans l'espace. Les premiers vols sont prévus fin 2014. Si la société a pu réduire les coûts, c'est que ce vaisseau n'a pas besoin de lanceur et qu'il pourra être réutilisé 5000 fois, contrairement à ses concurrents. 250 billets ont déjà été vendus. Quand il a appris la nouvelle, cet ouvrier à la retraite n'a pas hésité une seconde à casser sa tirelire. C'était au journal télévisé, le 8 avril 2011. Ce jour-là, c'était mon jour. J'ai dit oui, j'y vais, et je l'ai fait. Mais avant de partir, le futur astronaute de 54 ans se soumettra à un entraînement pour préparer son corps à la force gravitationnelle et à l'apesanteur. Mieux vaut à ce prix-là ne pas tourner de l'œil pour savourer chaque minute de ce vol inoubliable. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne semaine à vous sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.